Bonjour à toutes et à tous. L'intelligence artificielle est-elle vraiment la réponse à tous les enjeux des directions achats ? Soyez les bienvenus dans cet atelier de l'Université des achats. Vous avez vu qu'on aborde une fois de plus cette question de l'intelligence artificielle, mais c'est normal, elle est partout. Depuis 18 mois, on ne parle plus que de ça. Et pour évoquer plus en détail cette problématique, on est avec Nisrine Massak, qui est la directrice des achats Smart Infrastructure France de Siemens SAS. Alors, un mot, même si tout le monde connaît la marque, quelle est l'activité de Siemens Smart Infrastructure ? Bonjour, merci pour l'accueil et je suis ravie de représenter Siemens Smart Infrastructure aujourd'hui. Alors Siemens, c'est Smart Infrastructure, ça compte environ 2000 collaborateurs. Elle aide à créer des bâtiments et des infrastructures intelligentes et s'engage à relever les défis de l'urbanisation et le changement climatique. On compte un portefeuille complet de produits, services, solutions et systèmes qui nous permettent de connecter le monde digital et le monde réel, de la production jusqu'à la consommation d'énergie. Vous connectez le monde digital et le monde réel. Ça, je vais faire appel à vous parce que je suis un peu en retard là-dessus. Mais il y a aussi quelqu'un qui va m'aider et qui va vous aider. C'est Julien Nadeau. Vous, tous les deux, vous connaissez bien les plateaux de l'Université des achats. Julien est Senior Vice President of Innovation chez Corcentric. Alors Corcentric accompagne les directions achats, notamment dans leur digitalisation, mais le champ d'intervention est plus vaste encore. Oui, parce que Corcentric, en fait, a trois ans, on va dire. Il y en a une qui est technologique, en effet, les outils achats, la digitalisation. Il y a un autre aspect qui est ce qu'on appelle les services partagés, puisqu'on est capable d'offrir des services humains, technologiques, mais pour le compte des clients. Et il y en a une troisième qui est un peu moins connue, qui est plus financière, qui est la partie paiement, avec l'intermédiation B2B, on va dire, entre différents acteurs, sur lequel Corcentric est peut-être considéré quasiment comme une fintech, donc un positionnement très particulier. Depuis 1996, en tout cas, avec Exactement. Un changement de nom au milieu, mais en tout cas, une belle expérience. Alors, l'intelligence artificielle est-elle vraiment la réponse à tous les enjeux des directions achats ? Vous connaissez notre habitude, on démarre toujours par le chiffre du jour qui nous permet de mettre en perspective notre sujet. C'est parti. Alors, le chiffre du jour que vous avez vous-même choisi, c'est 25%. Pourquoi ce choix ? En fait, 25% d'adoption de l'IA au niveau des directions achats, c'est un chiffre qui laisse à penser qu'il est à la fois peu, c'est-à-dire que 25% c'est peu par rapport à l'utilisation massive de l'IA au niveau du grand public, mais c'est à la fois beaucoup parce qu'il y a 2-3 ans, ce chiffre était nettement plus bas. Vous êtes en train de nous dire que dans le grand public, on est au-delà de 25% déjà ? Il suffit de discuter avec ses propres enfants ou tous les étudiants, 80, 90, voire 95% des jeunes utilisent l'IA au quotidien pour leurs études. Et dans beaucoup de secteurs, l'IA est utilisée de façon très massive. Donc on va dire qu'on est un petit peu en retard, mais c'est en forte progression et on va un petit peu discuter Donc forte progression, mais on voit que le chemin est encore long et ce chemin, on va l'explorer comme d'habitude à travers quelques questions qui vont nous permettre de progresser dans la réflexion. C'est la FAQ. Alors, la première question, c'est presque une question de sémantique. Est-ce que intelligence artificielle et digitalisation, ça ne fait pas la paire, ça n'est pas la même chose, c'est ça ? Alors, ce n'est pas la même chose, c'est clair. Digitalisation, on va dire, c'est le fait de numériser des documents, des données qui étaient plutôt de type papier ou autre, et également donc de mettre tout ça dans des logiciels pour automatiser des processus via des logiciels. Donc on est dans l'implémentation de logiciels, de numérisation, etc. pour gérer des données et faciliter l'utilisation des données. Alors que l'IA, c'est le fait d'imiter des comportements cognitifs humains. Et donc, c'est le fait de faire tout un tas de choses comme de la perception, du raisonnement, du langage, de la vision, etc. Il y a un lien entre les deux quand même ? Alors, il y a un lien qui est très fort, même si c'est deux technologies différentes, il y a un lien qui est très fort. D'abord, c'est que l'IA se nourrit des données et les données sont produites par numérisation. Donc, on va dire que la digitalisation est le terreau de l'IA, c'est elle qui va permettre à l'IA de se développer. Et c'est également l'IA qui va permettre à la digitalisation de mieux fonctionner. On va en parler un petit peu plus loin.
Peut-être faire une petite analogie avec... on pourrait prendre l'exemple, par exemple, de la voiture. On conduit une voiture. On va dire que la numérisation ou la digitalisation, c'est plutôt la voiture sur une autoroute. Donc on va essayer d'aller plus vite, on a sa voiture, mais on reste au contrôle de sa voiture, on conduit sa voiture. On va d'un point A à un point B, on décide ce qu'on fait, on a le contrôle, même si on a des automatismes dans la voiture. L'IA, ça va être plutôt la voiture autonome. Donc la voiture qui va conduire un petit peu tout seul. Et je donne l'exemple j'étais aux États-Unis il y a 3 semaines et j'ai testé la dernière version de la Tesla en mode autonome. On va sur Google Maps, on dit on va à tel endroit et la voiture, elle s'occupe de tout. Elle analyse ce qui se passe, elle prend les décisions, elle conduit, elle s'arrête. Là, il n'y a pas eu de bug, là. Visiblement, vous êtes en Il n'y a pas de bug. Et pourquoi je voulais parler de cette anecdote, c'est que la technologie, en fait, elle est là. On a tendance à se dire c'est pour le futur, mais elle existe réellement, elle fonctionne. Mais elle n'est pas forcément déployée sur tous les cas de figure. On va peut-être en parler un petit peu aujourd'hui. Question suivante. Qu'est-ce qu'on attend finalement d'un outil d'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on attend de l'IA? Alors c'est vrai qu'on en attend de plus en plus de choses qui est liée à l'utilisation de l'IA dans le grand public en fait. C'est-à-dire que tout le monde, on a commencé à utiliser Amazon, Netflix, etc., le streaming. Et maintenant, beaucoup de gens utilisent GPT et ça a fait énormément évoluer en fait les attentes vis-à-vis de l'IA. Alors je dirais qu'il y a majoritairement le fait on attend de l'IA qu'elle rende l'utilisation de nos systèmes justement de digitalisation beaucoup plus simple. On s'attend vraiment à passer à un autre mode de fonctionnement quand on interagit avec nos machines. Ça, c'est le premier aspect. La deuxième chose, c'est qu'on s'attend à ce que l'IA en fait automatise tout un tas de choses. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui sont un petit peu la saisie des données. La saisie des données, le fait même de faire des process automatiques. Il y a plein de choses qui sont sans valeur ajoutée et on rêve tous que l'IA fasse ces choses-là pour nous. Oui, ça alors. Plutôt que d'être embêté à faire des choses sans intérêt. Et puis évidemment, il y a tout un tas de conséquences. On attend de l'IA qu'elle nous aide à réduire nos coûts, à réduire nos risques, etc., qui est prendre des meilleures décisions. Évidemment, on s'attend de l'IA qu'elle ait accès à toute cette donnée qu'on a numérisée dans nos entreprises, qu'on a du mal à analyser. Et on se dit, ça serait bien que l'IA me dise, en gros, me réponde à n'importe quelle question sur mes données, me dise ce que je dois faire avec ces données-là. Il faut un peu attendre quand même. C'est pas pour aujourd'hui. Ça arrive. Ça arrive petit peu. Alors, on progresse. Comment expliquer, on en revient finalement aux chiffres du jour d'une certaine façon, comment expliquer que ces technologies ne soient pas massivement adoptées par les directions achats? Quand on voit toutes les potentialités que vous venez d'énumérer, toutes les attentes en tout cas, on se dit mais tout le monde devrait s'y mettre et pourtant c'est pas tout à fait le cas. Il y a divers facteurs qui expliquent pourquoi cette technologie n'est pas adoptée par les directions achats. Premièrement, des défis qui sont liés à la culture du changement. L'équipe peut être réticente à l'adoption de cette technologie. C'est comme quand on déploie un nouvel outil. Au début, c'est toujours un peu changement. La deuxième chose, c'est le manque de compréhension au bénéfice de cette technologie. Il peut y avoir des méconnaissances de ces avantages de l'intelligence artificielle. Et le troisième point qui est pour moi très, très important, c'est les préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité des données. Oui, parce que les deux premières, finalement, c'est juste une question d'habitude. On se fait à l'outil. Le changement, c'est le début des mails, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Aujourd'hui, c'est presque dépassé, les mails, quoi. Donc, je veux dire, par contre, la sécurité, la confidentialité des données, là, on touche du doigt un problème beaucoup plus... Exactement, c'est important. Et dans ce cas, il faut surmonter ces obstacles en proposant, en fournissant des formations spécialisées dans ces technologies émergentes. Il faut communiquer sur les bénéfices de l'intelligence artificielle, mettre en avant des cas concrets, ce que l'intelligence artificielle pourra apporter comme gain et efficacité. Et surtout, il faut mettre en œuvre une politique de gouvernance des données robustes et s'assurer que nos données sont bien Vous l'avez fait chez Siemens? Alors, effectivement, chez Siemens, nous n'éprouvons aucune entrave à l'adoption de cette technologie, bien au contraire. Nous avons mis en place des process et processus et infrastructures robustes qui nous permet aujourd'hui de fiabiliser nos données et de sécuriser nos données et celles de nos fournisseurs et nos clients. Et ces fondamentaux nous ont permis de mettre en place des cas d'usage où on a intégré l'intelligence artificielle efficacement et une IA bien sécurisée. Donc ça, c'est la sécurité des données. Réticence aussi à les partager, ces données, avec d'autres, c'est un peu
le lien. C'est le problème classique depuis des années qui nous a, nous en tout cas, limité dans nos capacités de produire de l'IA pour nos clients, qui étaient les contrats qui disaient qu'on n'avait pas le droit d'utiliser les données des clients pour faire ce genre de choses, qu'on n'avait pas le droit de ni de les partager, ni de les mettre en commun. Et ça a été le frein numéro 1, en fait, au fait de développer des IA, puisque les IA ont besoin, on ne peut pas développer une IA sur quelques données d'une seule entreprise. Il n'y a pas une difficulté aussi liée à la qualité des données ? Alors, il y a cette difficulté, même si l'IA aujourd'hui permet quand même d'améliorer la qualité des données de façon intrinsèque. C'est-à-dire qu'on prend des données qui sont très disparates, qui ne sont pas normalisées, qui ne sont pas agrégées. L'IA permet de résoudre aujourd'hui un petit peu ces problèmes-là, donc ce qui va améliorer les choses. Donc on va dire c'est clairement cette histoire de données qui est le problème numéro 1. Le deuxième problème aussi, c'est que les éditeurs logiciels achats, enfin on les connaît un peu tous, Corecentric en fait partie. C'est des technologies donc, qui ont nécessité de gros investissements en termes de développement d'applications web, et de les passer en mode pur IA, c'est un travail qui nécessite quand même du temps, de l'argent. Ils n'ont pas été conçus au départ pour intégrer de l'IA. Ça n'a pas été conçu au départ, et puis surtout l'IA aujourd'hui rebat les cartes de façon très rapide sur la façon d'utiliser, ce qu'on modifie en termes de processus ou même d'interface homme-machine, et donc c'est des choses qui prennent un peu de temps, surtout quand on a des clients qui sont très exigeants. Vous allez dire que je raisonne un peu à l'ancienne, les cheveux gris plaident en cette faveur, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des réticences liées au fait que je ne veux pas être trop dépendant de la machine quand même ? J'ai un peu peur de ça. Il y a la dépendance technologique qui est un peu évidente, même si aujourd'hui, les bénéfices qu'on va voir arriver vont permettre de casser tous ces codes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, finalement, on avait peut-être ces réticences parce que les bénéfices étaient difficiles à mesurer, et qu'au fur et à mesure que l'IA va amener de plus en plus de choses, va devenir quasiment indispensable. Tous ces codes-là vont un petit peu tomber. Ouais. Question suivante. Quels sont les principaux enjeux rencontrés dans les achats qui devraient, selon vous, être résolus par l'intelligence artificielle ? Alors, l'IA peut vraiment transformer notre manière de gérer les achats. Je peux donner quelques exemples. Par exemple, l'analyse et la gestion des contrats. On sait tous que pour optimiser nos coûts, il va falloir avoir des contrats qui sont bien ficelés, bien négociés, bien rédigés. Et là, l'intelligence artificielle pourra apporter une vraie valeur ajoutée en s'assurant que les clauses importantes sont bien intégrées, en alertant aussi l'acheteur en cas d'oubli. Et là, ça va nous éviter des erreurs qui peuvent être coûteuses. Le deuxième... Oui, c'est pas uniquement un gain de temps dans la rédaction des contrats, c'est aussi sur le fond, vous pensez que l'intelligence artificielle peut apporter une plus-value ? Bien sûr. Il y a d'autres exemples, comme la détection proactive des anomalies dans le process source to pay. Ce process source to pay, il y a des contrôles qui peuvent être administratifs, qui sont fastidieux, qui sont répétitifs, comme par exemple s'assurer que la mise en compétition elle a bien été respectée, ou alors le fournisseur il a démarré sa prestation après avoir réceptionné la commande. Donc ça, c'est des tâches qui sont très administratives, qui sont faites par les acheteurs. Et là, l'intelligence artificielle pourra non seulement automatiser ces tâches, mais alerter et détecter les anomalies qui sont dans ce process source to pay, et puis permettre aux équipes de se concentrer sur des sujets qui sont plus stratégiques qu'administratifs. Il y a un autre point, un autre exemple sur la détection de langages problématiques dans les appels d'offres. L'année dernière, on avait parlé des avantages de la digitalisation, et donc on a mis des outils de digitalisation qui nous ont permis que les prescripteurs ils sont vraiment autonomes pour lancer leurs appels d'offres directement. Mais parfois, il y a un langage qui peut être juridiquement risqué, qui peut être utilisé par erreur, des termes pouvant relever des délits de marchandage, comme des termes impliquant la subordination entre l'entreprise et le prestataire. Et ça, l'intelligence artificielle arrive à détecter ces termes-là. Justement, l'intelligence artificielle pourra détecter, alerter, puis proposer une correction, ce qui va normalement non seulement optimiser le temps, mais aussi ajouter une sécurité supplémentaire. C'est-à-dire que l'acheteur, il regarde, au bout d'un moment, il passe comme ça, tandis que l'intelligence artificielle fait hop, 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 hop. Là, il y a un terme là qui va pas. C'est exactement. Ça ouais. Incroyable. Et puis, je me permets de rajouter un dernier exemple, et je sais que je m'arrêterai là pour cette question, la catégorisation et la cartographie des achats. Alors, si un acheteur ou un gestionnaire de commande attribue par erreur un code
un code pour une commodité spécifique. Par exemple, on achète une prestation intellectuelle, il y a un code pour la prestation intellectuelle, il attribue un autre code qui correspond à l'injection de plastique ou la tôlerie. Donc, ça va fausser nos KPI, nos données, et par conséquent, ça a un impact sur la stratégie achat. Et là, encore une fois, l'intelligence artificielle pourra proposer le bon code à utiliser, et donc, ça va vraiment nous aider à fiabiliser nos données et réduire en fait les erreurs humaines. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur des exemples très très concrets du quotidien des acheteurs. Alors, on continue. Chez Corecentric, chez vous, donc, quels enjeux est-ce que vous avez réussi à adresser grâce à cette intelligence artificielle? Vous avez des réponses sur quels points? Alors, je vais parler de deux exemples qui concernent d'ailleurs ce qu'on attend de l'IA aujourd'hui et qui sont très d'actualité parce que c'est vraiment des dernières générations d'IA. C'est pas l'IA qu'on faisait il y a 5-6 ans. Le premier, c'est simplifier l'interface utilisateur et c'est les assistants, donc ce qu'on appelle les assistants conversationnels ou assistants intelligents. Un petit peu comme ChatGPT, mais au lieu d'être généraliste, ce sont des assistants sur le monde des achats qui permettent d'utiliser son outil. On parle à l'outil. Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de parler à l'outil avec son écran web, on parle à l'outil, il répond, et c'est beaucoup plus simple. Et ça permet en particulier à des utilisateurs occasionnels d'interagir avec l'outil sans avoir à apprendre, à rentrer, à se loguer, etc. Surtout si c'est utilisé en conjonction avec des outils comme Microsoft Teams, par exemple. Et ça va permettre de collaborer en temps réel, c'est-à-dire que l'assistant peut être proactif, peut aider à la collaboration, etc. Est-ce qu'il comprend l'accent marseillais? Oui, ça marche plutôt pas mal. Ouais, ça marche plutôt pas mal. Il y a aussi quelque chose que je voulais rajouter par rapport à ce que disait Nisrine, c'est que ces IA sont totalement polyglottes, c'est-à-dire qu'elles parlent 120 langages de façon native. Et un des avantages qu'on lise des contrats ou qu'on parle et qu'on utilise un assistant, c'est quelle que soit la donnée qu'il y a dans l'outil, on peut avoir des données de tout pays dans différentes langues. On va poser la question, ça va tout rechercher et ça va répondre dans sa langue, quelle que soit la donnée, le contrat ou les données structurées d'une langue ou d'une autre. Donc première solution que vous permettez, c'est simplifier l'interface utilisateur. Voilà, on s'adresse à la machine et elle nous répond. Voilà. Deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est plus d'automatisation, mais qui va un petit peu vers l'autonomie, ce dont je parlais tout à l'heure, et qui pour nous a été le traitement des documents. C'est-à-dire l'ingestion de documents, en particulier fournisseurs, on reçoit plein de documents par email, etc. Et l'idée, c'est de les analyser de façon automatique, de les classer, de les trier, de les router, d'en extraire l'information structurée automatiquement, de faire la réconciliation des informations avec ces informations qu'on a dans son système achat. Identifier le fournisseur, la société, là éventuellement le bon de commande, ça peut être aussi typiquement la catégorisation achat, etc. automatique, voire le codage automatique comptable des choses. Et on fait ça par exemple sur des factures, mais on peut faire ça sur des devis, sur des bons de commande, etc. Et donc, cet outil est capable d'ingérer automatiquement, extraire les données, les réconcilier, les recracher dans l'outil, voire de les réconcilier automatiquement. Et on peut arriver à des processus complets où l'utilisateur n'intervient que de façon épisodique, au cas où il y a une exception qui arrive, etc. C'est extrêmement performant. Ces deux exemples que vous donnez, ils peuvent aussi donner envie d'aller plus loin aux utilisateurs parce que on voit tous les potentialités, c'est pas trop compliqué, Oui, par exemple, nous, nos clients qui ont l'agent, ils nous demandent aujourd'hui de l'utiliser pour faire beaucoup plus que l'outil achat, c'est-à-dire pour gérer leurs utilisateurs en interne, supporter, ou voire poser des questions sur des documents internes, etc. Et sur les documents, on nous dit, oui, là, vous savez faire tel et tel document, est-ce qu'on peut rajouter tel et tel document qu'on va pouvoir intégrer dans nos outils? Donc, une fois qu'on a goûté à ça, c'est difficile à s'en passer. Ouais. On enchaîne. Question suivante. L'intelligence artificielle générative et ChatGPT sont-ils réellement utilisés par les achats? Alors? Oui, et chez Siemens d'ailleurs, nous utilisons des solutions d'IA générative non publiques et sécurisées dans les achats et même utilisées par tous les collaborateurs. Pas que. Quand vous dites non public, c'est ChatGPT mais avec une version spécifique? Exactement. D'accord. Elle est vraiment dédiée pour le collaborateur Siemens. Donc, et elle est bien sécurisée. Et donc, on utilise cet outil au quotidien, par exemple, pour la relecture des newsletters achats.
une relecture rapide et ça nous permet non seulement d'optimiser notre temps et aussi d'avoir une qualité de communication satisfaisante. On peut encore aussi utiliser cette IA générative pour, par exemple, lui demander la liste des fournisseurs. J'aimerais faire un appel d'offres, une RFI, et donc j'ai besoin d'une liste de fournisseurs ou d'installateurs électriques qui sont basés à Marseille ou en région parisienne. Donc là, ça va me permettre de me donner rapidement des résultats. Donc c'est vraiment ces outils jouent vraiment un rôle très important dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle des équipes achats. C'est vraiment utilisé. Donc la rédaction de rapports, vous disiez aussi, ça, on l'utilise pour ça. Mais ça fait vraiment naturel parce que je vous donne un exemple. On a le temps. Hein. Mon fils qui envoie une lettre à son assureur. Il me dit, est-ce que tu crois que je peux envoyer ça? Je lis la lettre, je dis, c'est pas possible, c'est pas toi qui as écrit ça, on aurait dit qu'il avait fait Normal Sup. Ça sonnait faux, vous voyez, pour un kiné. Donc, c'est pas un peu en poulet, c'est pas un peu tous ces trucs-là, là, Non. Bah, disons que ça permet à tout le monde d'avoir un niveau de communication nettement supérieur. Et moi, j'ai une petite anecdote de quelqu'un que je connais qui avait un petit peu du mal à fournir des rapports à sa hiérarchie parce qu'il trouvait des fois qu'il avait un peu du mal à s'exprimer. Ça l'a totalement décomplexé. Et maintenant, il est capable de faire des super rapports qui remontent jusqu'au CEO et il n'a plus aucun complexe par rapport à ça. Mais là, une des parties très importantes en fait de l'évolution, on parle de ChatGPT comme étant en effet un modèle de langage, mais quand on recherche un fournisseur, GPT, il va aller chercher sur le web ou va chercher dans des outils, etc. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus que simplement aller produire du texte. Hein, on peut même demander les résultats financiers d'une société s'ils sont publiés. Donc ça, c'est extraordinaire. On enchaîne. C'est la 7e question. Les acheteurs. Alors celle-là est importante. Les acheteurs sont-ils prêts à céder le contrôle de certaines décisions critiques à l'intelligence artificielle? Alors de quoi on parle quand on parle de certaines décisions critiques d'abord? Alors c'est vrai que les acheteurs ils peuvent avoir des préoccupations concernant la fiabilité des algorithmes, la perte de contrôle et la responsabilité. Il est important de trouver un équilibre entre l'automatisation des processus et la supervision et le maintien d'une supervision humaine pour garantir des décisions conformes aux objectifs de l'entreprise. Supposons que l'entreprise vise à co-développer un partenariat avec un fournisseur, développer des technologies innovantes ou un partenariat avec un fournisseur qui sera demain un client. Là, la supervision humaine, elle est indispensable parce qu'elle va prendre en compte des facteurs complexes au-delà des simples données telles que les données mesurables, telles que le prix, qualité, délai, etc. Donc là, la combinaison entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, elle est essentielle pour garantir vraiment des décisions alignées avec la stratégie de l'entreprise. D'accord avec ça ? Oui, tout à fait, oui, je suis d'accord. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, on en est là, il y en a encore pas mal d'années. Ça veut dire que derrière, elle pourrait prendre en compte cette intelligence artificielle des données un tout petit peu plus sensibles, un peu. Disons qu'il va y avoir de plus en plus d'autonomie, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui vont échapper au contrôle parce qu'on estime que ça fonctionne, que c'est aligné, etc. Il n'y a plus aucun problème. Une fois qu'on aura démontré que l'IA fonctionne très bien sur un sujet, on va le laisser un peu plus en roue libre. Et il va rester plein d'autres sujets sur lesquels on va être en contrôle, etc. Allez, le temps passe. Comment armer les collaborateurs qui seront impactés par le développement de l'intelligence artificielle? Ben oui, parce que c'est un outil, d'accord, mais il faut apprendre à se servir d'un outil. Donc, Nisrine, comment est-ce qu'on arme les collaborateurs? Je dirais, il n'y a pas de miracle. Il faut d'abord investir dans le développement professionnel de nos collaborateurs, fournir des formations qui sont spécialisées. Chez Siemens, par exemple, on a en place des catalogues qui sont illimités en termes de formation, avec un minimum de 24 heures qui sont obligatoires à faire par collaborateur. Et donc là, ça permet vraiment un accès et des formations spécifiques dans tous les domaines, y compris l'intelligence artificielle, pour que les collaborateurs comprennent bien ces technologies émergentes. Il y a un autre point aussi important, c'est la collaboration interdisciplinaire, qui est une stratégie clé entre les services de l'entreprise. Bien sûr, il faut réunir l'équipe achat, l'équipe IT, les autres parties prenantes.
Il faut exploiter l'intelligence collective cette fois-ci pour réfléchir à des solutions efficaces et des solutions qu'on pourra utiliser en intégrant l'intelligence artificielle. Attention, il faut prendre en compte le coût d'investissement aussi, et puis le temps d'implémentation. Et puis tout ça, ça nous permet d'élaborer des cas d'usage et d'avoir des solutions qui sont efficaces. Donc vous dites, j'imagine, la même chose, les équipes achats doivent faire évoluer leurs compétences. Alors ça c'est clé, mais pour compléter ce que dit Nisrine, en fait, moi je dirais 3 impacts plus ou moins importants. Le premier, c'est que l'IA qui, par exemple, va dans des outils achats, par exemple, ou d'autres outils, ça devient quasiment transparent, en fait. C'est-à-dire que l'IA va nous améliorer le fonctionnement de l'outil, va rendre l'outil plus facile. Indirectement, c'est quasiment naturel. Outil, je commence à le maîtriser, on y ajoute de l'IA, je m'adapte. Voilà, ça va juste un peu plus vite, c'est plus facile, c'est la conduite de changement assez traditionnelle. Voilà, c'est pas un sujet. Le deuxième cas de figure, c'est dans le cas où l'IA remplace un processus, c'est-à-dire qu'on a un processus d'achat et on a automatisé ou on a intégré de l'IA de façon assez massive dans un processus qui va bouleverser le travail d'un certain nombre de collaborateurs, voire en réduire la portée. Dans ce cas-là, évidemment, il y a un travail de fond pour réallouer, on va dire, le travail de ces personnes-là vers d'autres choses. Ces personnes perdent leur emploi. C'est le cas, par exemple, la facture électronique, c'est ça ? C'est typiquement ce cas-là. Et en fait, la particularité, c'est qu'on va souvent se retrouver avec une problématique. On va essayer de faire des choses un peu plus stratégiques. Donc, c'est de la montée en compétences, de la formation de personnes pour qu'elles fassent peut-être quelque chose d'un peu plus stratégique. Ou alors, si on veut pas, la personne n'a pas forcément la capacité, on va lui donner une mission un petit peu différente. Par exemple, on peut passer de la saisie de facture à du relationnel client pour améliorer la satisfaction client. Donc ça, c'est l'IA intégrée dans les outils. 2, elle remplace une tâche. 3, vous avez dit 3. Et la troisième, en fait, c'est, on parlait de GPT, des outils plus corporate, entre guillemets. On s'aperçoit dans les entreprises, en fait, qu'il y a un peu des champions. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vraiment prendre ces outils-là à cœur, qui vont tester, qui vont trouver plein de nouveaux cas d'usage pour améliorer la productivité, etc. Et il y a des personnes qui vont être un petit peu plus passives. Donc ce qu'il faut, en fait, c'est absolument identifier ces champions et leur donner quand même un peu une voix, c'est-à-dire qu'il faut les laisser s'exprimer. Et il faut que les cas d'usage qu'on a détectés qui sont intéressants pour l'entreprise, il faut aller les communiquer aux autres personnes, essayer de les vendre pour que tout le monde se mette à utiliser ces outils-là. Voilà, donc c'est plus une question d'utiliser un petit peu les champions pour faire monter globalement la compétence et l'utilisation de l'IA au sein des autres personnes. La dernière question, quelles sont les règles d'or d'une bonne intégration de l'intelligence artificielle dans les achats ? Est-ce qu'il y a une méthode à suivre ? Alors, pour bien intégrer l'intelligence artificielle dans les achats, il faut suivre quelques règles. Tout d'abord, il est important d'évaluer et bien comprendre le besoin. Parce que parfois, on a besoin juste d'un process digital pour répondre à la demande. La deuxième chose, c'est de s'assurer qu'on a les bonnes personnes et les bons outils. Quand je dis les bonnes personnes, c'est comme ce que j'avais dit tout à l'heure, il faut des personnes qui sont formées à ces technologies émergentes. Et les bons outils, l'acquisition des logiciels spécialisés. La collaboration avec des experts en IA, c'est très important, ça peut être bénéfique parce qu'ils peuvent nous aider à identifier des opportunités que nous n'aurions pas envisagées autrement. Et puis, il est essentiel aussi de mettre en place un mécanisme de suivi pour évaluer l'impact de l'IA sur notre stratégie et puis l'ajuster en conséquence. Chez Siemens, nous avons établi des partenariats avec des leaders dans ce domaine, comme OpenAI, comme Microsoft Copilot, qui nous aident à rester à la pointe de l'innovation dans ce domaine. Un complément peut-être ? Alors, le petit complément, je vais dire, c'est que il faut vraiment identifier les points clés sur lesquels l'IA apporte quelque chose, comme l'a dit Nisrine, et il faut analyser l'impact. C'est-à-dire qu'une fois qu'on amène de l'IA, on a forcément un impact sur les processus, sur l'organisation. Il faut bien identifier, il faut bien gérer ces impacts-là. C'est pas qu'un projet technologique, c'est aussi un projet qui va toucher au fonctionnement de l'entreprise, qui va aussi accélérer un certain nombre de choses, donc ça bouscule un petit peu les choses. Donc, faut pas négliger cette partie-là. Et également, donc, il faut vraiment se dire que
il faut pas chercher, enfin ça va très très vite, il faut faire des projets pilotes, faut y aller rapidement, faut y aller maintenant, faut faire des projets pilotes pas forcément très gros, sur des sujets relativement pas trop compliqués. Du moment que la sécurité est assurée, il faut y aller, il faut oser. Voilà, il faut y aller maintenant, petit à petit, il y a tellement de sujets à traiter qu'il faut identifier des choses qui sont pas trop compliquées, pas trop lourdes à faire. Et pas hésiter à y aller justement en prenant un petit peu les garde-fous dont on a parlé. Alors on avait introduit dans cette nouvelle édition de l'Université des Achats une question qui vous était posée soit par un partenaire, soit par un client, soit par un fournisseur, soit par un collaborateur. Et là c'est un collaborateur de chez Corcentric qui s'adresse à vous et qui va vous poser une question. Elle s'appelle Éléonore Roucault, elle est marketing manager et représentante RSE. Donc là. Et si on se concentre sur la chaîne d'approvisionnement, comment l'utilisation de l'IA permet-elle de renforcer les initiatives en matière de RSE ? Précis, concis, construit. Alors, l'intelligence artificielle offre une multitude de possibilités pour renforcer nos initiatives en matière de RSE, couvrant les aspects tels que la décarbonation, l'éthique et l'inclusion au sein de notre chaîne d'approvisionnement. En surveillant en temps réel les émissions de carbone et la consommation d'énergie, l'intelligence artificielle pourra proposer des solutions pour les réduire et ainsi contribuer à la durabilité environnementale de notre chaîne d'approvisionnement. Aussi, en détectant les violations des normes de travail et en analysant les données pour promouvoir l'inclusion de nos processus achats, elle favorise également l'inclusion et l'éthique au sein de nos opérations. Pour moi, c'est une opportunité précieuse parce que ça va donner à ces aspects de la RSE vraiment la priorité qu'elle mérite. Pourquoi ? Parce que trop souvent, je constate quand on parle de RSE, il y a une concentration juste sur l'aspect environnemental qui est important, mais reléguant l'aspect éthique et inclusion au second plan. Et donc, avec l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos pratiques achats, on va pouvoir donner l'occasion pour promouvoir encore plus l'inclusion et l'éthique, tout en travaillant sur une chaîne d'approvisionnement qui est durable, responsable et transparente. Vous avez mangé du lion, vous y croyez, mais alors à fond. Hein. Un mot, parce qu'on est long là. Hein. Alors, je dirais que les sujets sont tellement vastes et complexes, tellement humains, enfin, que ce soit l'aspect sociétal ou que ce soit l'aspect environnemental, ça, c'est mondial, c'est des données énormes, etc., que RSE sans IA, en fait, pour moi, on ne pourra jamais y arriver. C'est-à-dire que l'IA résout justement tout un tas de problématiques, que ce soit alors ça va de l'analyse par des images satellites pour connaître le niveau de déforestation dans les régions, en passant par de l'analyse de supply chain, en passant, en effet, par des notions de lecture de masse de données sur le traitement humain ou la façon dont les aspects inclusion ou autres sont utilisés. Et l'IA, c'est l'outil indispensable pour tout ça. Alors c'est dans la masse, c'est tout un tas d'organisations, c'est dilué dans plein de choses. C'est pas une IA qu'on met en place chez soi dans son entreprise, c'est tout un tas d'IA qui vont faire que le RSE va enfin devenir une réalité, à mon avis. On va se résumer, c'est la séquence en bref. Julien, 30 secondes pour conclure. Moi, ma conclusion, c'est que l'IA, elle est là. Elle va très 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 vite, elle accélère. Donc, faut y aller déjà. C'est-à-dire qu'il faut pas hésiter, il faut pas se dire j'attends, etc. Donc, faut y aller, faut faire des projets pilotes. Faut former ses collaborateurs, etc. Appuyez-vous sur vos prestataires et vos fournisseurs d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus simple que d'aller chercher 36 000 fournisseurs. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui permet aux entreprises de gagner en productivité, de se battre de façon plus poussée au niveau mondial. En tout cas, nous, on a nos clients, sont demandeurs, ils sont passionnés, ils nous demandent tous, des exemples, comment on implémente ça, ce qui est plutôt très encourageant. Voilà, donc c'est très positif. Nisrine. L'intégration de l'intelligence artificielle dans nos processus achats promet des avantages significatifs. Elle peut améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les coûts et renforcer notre responsabilité sociétale et environnementale. De plus, elle peut nous aider à prendre des décisions éclairées, attention, avec une supervision humaine, c'est très important. Et puis, elle peut aussi nous aider à créer des nouvelles opportunités d'innovation.
En fin de compte, cette transition vers l'intelligence artificielle peut transformer notre fonction achat en un moteur de croissance et de compétitivité pour notre organisation. Merci pour l'enthousiasme contagieux que vous avez déployé tout au long de cet atelier. J'espère qu'on a répondu en partie aux questions que vous vous posiez sur l'intelligence artificielle appliquée à l'univers des achats. Vous savez que vous avez la possibilité de visionner en replay cet atelier. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Que la journée vous soit douce.